Aujourd'hui, sur Entrepods, on met tous les projecteurs sur une catégorie éditoriale souvent laissée en suspens, les shoujo. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'inviter une spécialiste, hein. La preuve, elle a shoujo dans son nom. Vous l'aurez compris, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Dans quelques instants, découvrez l'histoire passionnante de la lectrice qui est Chloé, de la chaîne Complément Shoujo. Vous êtes prêtes, prêts? Parfait. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Qu'est-ce que j'en sais? Dites-le moi dans les commentaires, où vous voulez, en message. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense joie de recevoir une invitée qui a beaucoup de choses à dire, qui lit beaucoup, qui adore le shoujo, qui s'appelle Chloé. Vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé de Complément Shoujo. Bonjour Chloé, Bonjour tout le monde. comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Écoute, ma foi, c'est au top. Là, c'est merveilleux. Je suis très content. Je sens que je vais découvrir plein de titres que je ne connaissais pas jusqu'alors. Eh bah tant mieux, c'est l'idéal alors. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Pas de souci. Alors je m'appelle Chloé, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Complément Shoujo sur laquelle je parle évidemment de shoujo, mais pas que. Je parle de manga en général, mais c'est vrai que, j'ai un amour un petit peu plus, intense pour cette cible. En parallèle, cette année, avec, 2 de mes comparses, Théodore Pralinus et Julia Popek, on a créé le collectif Dinana qui a pour but de mettre en avant l'écriture féminine et le shoujo. Donc voilà, je suis vraiment dans cette lignée, shoujo, écriture féminine et manga bien sûr en général. Super. Et on peut te retrouver sur YouTube, Twitter, TikTok peut-être? Alors TikTok, j'ai un compte TikTok, mais honnêtement je l'ai un peu déserté donc Ouais, techniquement il existe, mais voilà, je c'est vois. Insta aussi, voilà, où je suis un peu Oui. plus active, mais sinon, ouais, j'avoue TikTok pas trop. Twitter, Insta, on va dire et Blue Sky. Et Blue Sky, oui. On soutient Blue Sky. Merveilleux. Alors, bien évidemment, si j'ai le plaisir de te recevoir, merci encore, c'est pour parler de tout ton parcours en tant que lectrice, ô combien passionnant. Et tu connais l'adage, on va dire la première question dans cet épisode qui cherche à donc tracer ton parcours de lectrice. Quel a été ton premier manga? Alors mon tout 1 manga, c'était, Fruit Basket, que Ouais. j'ai lu à la médiathèque en CM2 parce qu'il y avait une fille de ma classe qui, en parlait, qui disait que c'était trop bien et donc du coup j'ai voulu lire Fruit Basket. Mais pendant longtemps, j'ai dit que c'était, Fullmetal Alchemist, qui est en fait le Ouais. deuxième, par honte, de dire que je lisais de la romance, du shoujo, Hmm. voilà. OK, très bien. Alors la partie, avoir honte et cetera, justement, on y reviendra durant tout l'épisode. Mais, est-ce que tu peux peut-être présenter, Fruit Basket à nos auditeurs et auditrices? Et pourquoi tu l'as aimé? OK, alors Fruit Basket, c'est vraiment, je pense, un gros classique du shoujo. Je pense que je suis clairement pas la seule de ma génération à avoir grandi avec ce titre. On suit, Toru qui est, une jeune fille qui a, perdu ses parents et notamment sa mère au début de l'histoire et qui se retrouve en fait à vivre seule. Elle a plus de logement, plus rien et en fait par un concours de circonstances, elle va se retrouver, à vivre chez, un camarade de sa classe, qui est un peu mystérieux, qui semble un peu avoir, on va dire des pouvoirs, voilà, Mmh. qui sont étroitement liés au signe, du zodiaque chinois et en fait, elle va plus ou moins intégrer la famille Soma qui du coup est une famille qui, vit avec une malédiction où chaque membre est associé à un signe du zodiaque chinois et peut se transformer. Voilà, il y a tout un mystère autour de cette famille. On va rencontrer ses différents membres. C'est vraiment un univers un peu fantastique avec une pointe de romance, du tranche de vie et voilà quoi, c'est vraiment le shoujo classique et en même temps qui fonctionne toujours aussi bien, je Oui. pense.
C'est très drôle que tu dises ça. J'ai commencé ça, il y a à peine 2 semaines, Foot Basket. Effectivement, c'est assez intemporel. Justement, pourquoi tu le considères comme, le manga, pour, beaucoup de personnes, pour débuter le ce qui est le manga en tant que livre? Alors, je sais pas si aujourd'hui ce serait la référence pour débuter, mais en Ouais. tout cas, à mon époque, je pense que c'était bien parce que c'était assez accessible pour un public jeune, c'est-à-dire que, voilà, il y a pas de choses trop explicites ou de choses trop violentes et en même temps, ça reste quand même un manga qui aborde des thématiques, sensibles. On a quand même le deuil, on a quand même, voilà, cette histoire de malédiction avec des personnages qui sont quand même torturés et en même temps, cette héroïne qui, elle, a un côté, elle est très courageuse, elle est toujours positive et souriante. Enfin, en fait, c'est vraiment un titre qui, je trouve, à la fois une dimension vraiment très tragique, très intense, très sombre, avec du coup tout le quotidien de cette famille et leur vie un peu liée à cette malédiction, et en même temps des choses très lumineuses autour de cette Toru qui est très positive, qu'on peut parfois considérer comme niaise, mais qui en fait et avant tout quelqu'un de positif, et c'est chouette aussi d'avoir ce genre d'héroïne. Et du coup, je trouve que voilà, cette alternance entre les deux, ça crée vraiment un manga complet et vraiment intéressant, quoi. Merveilleux et ce dès les premiers chapitres puisque, je me rappelle de Toru, on la voit, être prise de fatigue parce qu'elle essaie de compenser, le fait que ses parents soient morts, qu'elle vive dans une tente, qu'elle doit être la meilleure de la classe dès le départ et en même temps, c'est un manga assez drôle, quoi. Oui, c'est vrai que alors c'est un peu un rire jaune, quoi. C'est-à-dire que Oui. Ouais. c'est sa situation, en fait, elle est vraiment dramatique, Mmh. mais l'autrice, elle tourne enfin, c'est justement l'attitude de Toru qui est toujours très positive face aux situations un peu horribles quand même qui lui arrivent, quoi. Elle est en plein deuil, Mmh. elle se retrouve littéralement à la rue, quoi. Heu et justement, effectivement, elle tourne ça de façon à ce que ce soit pas, on rentre pas dans le pathos, quoi, voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des choses, je l'ai pas relu récemment, qui ont pas très bien vieilli, je pense, mais Ouais. je trouve que Mmh. quand même dans l'ensemble, ça reste un manga qui est intéressant et qui est toujours d'actualité, quoi. OK, merveilleux. Donc Fruit Basket disponible chez, Delcourt Tonkam. Alors, on a vu le manga, mais là, je suis curieux, est-ce que tu as eu aussi un premier animé qui t'a marqué? Alors, 1er ou premier qui m'a marqué? 1er. Alors, je dirais que le premier honnêtement, c'était Fruit Basket. C'est Ah, pas beh très beh, original. merveilleux, beh, la boucle, hein, OK. Bah, oui, parce qu'en fait, je pense que je me suis mise enfin, j'ai découvert Fruit Basket en CM2 et j'ai découvert un peu les animés au lycée. Et D'accord. du coup, à ce moment-là, j'ai voulu me replonger dans ce titre qui m'avait plu. Donc du coup, c'était le premier en tout cas manga vers lequel je me suis, enfin le premier animé vers lequel je me suis tournée parce que par nostalgie, parce que j'avais aimé ce titre avant. Après, qui m'a vraiment marqué, enfin si je devais en choisir un des premiers qui m'a vraiment marqué, je dirais que c'est, Kids on the Slope. OK, d'accord. En fait, Kids on the Slope, c'est un manga que j'adore, qui est malheureusement pas disponible, mais on a quand même d'autres titres de l'autrice, en France, notamment The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est très Oui. cool, Mmh. et Chisako Garden, qui est juste un petit one shot. Et Kids on the Slope, en fait, j'ai commencé par l'animé et l'animé, enfin, j'en garde un excellent souvenir. J'avais vraiment, adoré l'univers, les personnages, et encore une fois, c'est un shoujo qui, en tout cas, correspondait pas à la vision que j'avais du shoujo, à savoir, de la romance, quelque chose de cucu et cetera. Et du coup, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie, en fait, de m'intéresser au shoujo, parce que j'avais conscience de pas connaître correctement cette cible et d'avoir des préjugés, et du coup, par le biais de cet animé, j'ai pu m'y intéresser, un peu plus par la suite, quoi. En plus, alors c'est un manga que je connais pas, forcément, voire, que de nom, mais enfin ça touche assez bien une certaine cible puisque ça parle de musique donc certes c'est de la tranche de vie, mais avec, un intérêt pour la musique, ce qu'on peut retrouver avec, un je sais pas, un blue jazz, un blue, ouais, blue giant? Ouais, blue giant ou des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a en fait, la musique est finalement en toile de fond, mais c'est ce qui permet de lier, d'amitié, en fait, les personnages, entre eux, puisqu'au départ, les 2 garçons qui se rencontrent au début de l'histoire, vont, se lier d'amitié par le biais de la musique. Donc oui, effectivement, c'est assez universel, en fait, comme thème.
Très bien, très bien et je me souviens alors, par pur hasard, hein, j'ai pas du tout fouillé dans les méandres de ta chaîne YouTube, mais il me semble que, il y a également un certain Doremi qui t'a plu. Ah oui, c'est vrai, bah oui, j'avais pas en fait, j'avais pas tu totalement raison, en fait. J'avais pas du tout intégré ça comme un animé, mais c'est parce que dans ma tête, c'était un dessin animé que je regardais Beh quand oui. j'étais petite et j'avais pas du tout fait le lien. Bah oui, en fait, Doremi, ouais, franchement, Doremi, c'est vraiment, c'est un des trucs qui m'a je pense, le plus marqué parce que je regardais Midi et Zoo tous les midis. Il y avait ça et les Cités d'or. Vraiment, c'était mes 2 obsessions. J'étais beaucoup trop fan. Et Doremi, en fait, je pense que c'est un des seuls trucs un peu girly que je me suis autorisée à aimer à un moment donné parce que après, en fait, durant mon enfance adolescente, j'aimais bien cette image de garçon manqué, un peu. Enfin, D'accord. j'aime pas le terme, hein, bien Oui, sûr, mais bien sûr. c'est en tout cas l'image que j'aimais donner. Et du coup, Doremi, voilà, c'était vraiment le truc girly que j'aimais trop parce qu'elle était trop forte, trop belle et tout. Enfin, non, vraiment, j'en garde un souvenir vraiment ému. OK, bah, super. Alors, justement, la phase adolescente, c'est, toujours quelque chose que j'essaie de voir avec, les invités sur, Histoire de lecteurs, et Histoire de lectrices. Il y a toujours cette période, tu sais, où on peut, ça dépend des personnes, mais on peut arrêter de lire du manga, ou en tout cas on essaie de le cacher, pour faire un peu comme les autres parce que je pense qu'on est plus ou moins de la même génération. C'était pas super bien vu, j'imagine. Est-ce que justement tu as eu cette phase où, tu cachais un peu de lire du manga ou pas d'ailleurs? Et comment c'était vu à l'adolescence le manga? Bah, oui, effectivement, je fais partie de cette génération-là. Alors, ce qui est intéressant, parce que tu as peut-être eu beaucoup de gens qui sont à peu près de nos âges ou peut-être un petit peu plus vieux, mais sur le dernier épisode de Dinana, on était avec Célia, celle qui a lancé Libérer les shoujo, qui Oui, elle disait qu'elle n'avait pas du tout honte. Donc ça a fait plaisir de se dire que pour le coup, super! ça a vraiment évolué. Et donc de mon côté, oui, effectivement, bah, en fait, je voulais être cool, quoi. Donc être cool, c'était pas lire des trucs de weeb, quoi. Donc Oui, ouais, donc ouais. forcément, ça entachait mon image, quoi, de lire des mangas. Donc non, en fait, j'ai eu une première phase, je dirais, au collège où vraiment je parlais pas du tout de manga, j'en lisais moins. Enfin voilà, c'était quelque chose que j'en prenais à la médiathèque, mais par exemple, j'en achetais pas, j'en avais pas chez moi, je voulais pas, voilà, j'assumais pas D'accord. concrètement. Mmh. Au lycée, je me suis réintéressée de façon un peu plus intense, on va dire, notamment par le biais des animés. Mais au lycée, par contre, ce que je cachais, c'est que je lisais des mangas, ça, je l'assumais plus ou moins. Enfin, je regardais des animés, je l'assumais plus ou moins. Par contre, je n'assumais pas le fait que j'aimais les shoujo. Ça, c'était, voilà. Faut dire que j'en regardais moins et j'en lisais moins aussi des shoujo parce que par mépris, hein, clairement, mais voilà. Et du coup, ta manière d'en lire, mais tout en le cachant, c'était, d'en acheter mais peu, de les cacher ou peut-être de lire en scan? Parce que c'est aussi un truc de notre génération, la lecture en scan pour découvrir, des nouveaux titres. Toi, tu le vivais comment le fait de se cacher? Alors moi, pour le coup, tout ce qui était manga, soit c'était à la médiathèque, soit pour ce qui était shoujo, je prenais en scan effectivement et bah, je le vivais pas trop mal dans la mesure où, bah, en fait, ça me paraissait normal, quoi. Ça faisait partie de j'avais pas envie voilà, je voulais être quelqu'un de cool, quoi. Donc, enfin, voilà, c'était vraiment ça, quoi. En tant qu'ado, j'avais pas envie d'associer mon image au shoujo, quoi. Voilà, et je le vivais pas mal dans la mesure où j'avais de toute façon personne à qui en parler autour de moi. Donc, j'étais dans mon coin avec mes petits shoujo et puis voilà, quoi. OK, très bien. Et beh, d'ailleurs, si ça te va, vu que tu es là, j'aimerais, parler d'une cible éditoriale dont on parle au final, peu ou en tout cas, pas de manière directe dans Entre Pods, qui est, bah, spécifiquement, les shoujo et les josei. Déjà, comment tu interprètes la définition du shoujo? Comment tu le vois, toi? Bah, en fait, c'est pas tant comment je le vois, c'est juste qu'il y a une définition qui est que, bah, c'est juste des mangas qui sont prépubliés dans des magazines à Mmh. destination d'un public plutôt féminin. Donc bah, je prends cette définition et Et oui, et et voilà. ça s'entend. Alors, tu vas voir, l'épisode va se découper, sur, 3 grands thèmes et bah, justement cette question, d'introduction était un peu, on va dire, une excuse pour introduire, donc le point de vue, politique du manga. Déjà, est-ce que tu considères
tout simplement, que le manga peut être politique? Bah, j'aurais du mal à pas enfin, en fait, c'est de l'art, quoi, donc par Oui. définition, c'est difficile de pas intégrer une dimension politique, quoi. Enfin, Mmh. surtout quand on a, clairement des mangas qui sont découpés en cibles éditoriales et qui sont attribués à tel ou tel, public et qui du coup, bah, par extension, sont associés à certains clichés, sont associés à certains stéréotypes, enfin voilà, quoi. Oui, effectivement, pour moi, oui. Très bien. Bah, alors, dans ce cas-là, est-ce que, tu as, souvenir ou peut-être pas, d'un premier manga qui t'a fait prendre conscience que, c'était pas seulement une histoire, on va dire, innocente et cetera, mais, qu'il y avait effectivement un propos derrière, une vraie intention, politique, on va dire? Heu, Bah, peut-être, Fullmetal Alchemist d'une certaine façon. Je sais pas si j'ai vraiment eu conscience de ça, mais en tout cas, je me suis dit que c'était un manga un peu sérieux parce qu'il y avait toute la dimension autour de la guerre, des traumatismes, qui étaient associés et je pense que c'est en tout cas, oui, un des premiers titres où vraiment je me suis dit: «Ah oui, tiens, ça peut être ça aussi le manga, quoi». Très bien, très bien. Alors, par rapport à cette question, j'avais noté un autre manga qui a une certaine place dans l'histoire de ta chaîne puisque, c'est Complément affectif qui me semble être à l'origine de ton pseudo. Oui, c'est ça. Et pas complément Hem, d'enquête. non, ça c'est autre chose. Non, 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 on respecte, le pré j'ai plus le nom du présentateur malheureusement. Moi non plus. Mais, mais, dans le complément affectif, ce que je trouvais, ta présentation intéressante parce que dès le départ, tu as dit que c'est l'histoire d'une jeune femme au sein dans le monde du travail et justement, est-ce que, tu pourrais en parler de ce manga-là? Parce que, c'est intéressant aussi de voir justement comment le shoujo peut l'être, de manière, encore plus, assumée, on va dire. Alors complément affectif, pour le coup, c'est un manga que j'ai pas lu il y a très, très longtemps. Ça doit faire en fait 2-3 ans au moment où j'étais en train de chercher justement à changer de pseudo pour ma chaîne, puisqu'à la base Mmh. c'était, une référence à Fullmetal Alchemist. Vraiment le manga ce manga me suit et complément affectif en fait, alors c'est malheureusement je vous le dis tout de suite, c'est un manga qui est complètement indisponible, mais si vous avez la chance de mettre la main dessus, c'est vraiment une merveille. Et donc c'est un manga qui nous plonge dans le monde du travail. On suit, une femme, trentenaire qui au début de l'histoire, se sépare avec son conjoint, si je dis pas de bêtises D'accord. et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre son parcours à elle, voilà, sa rupture, son épuisement au travail, le fait que, bah, voilà, elle soit dans cette volonté de gravir les échelons et que, bah, c'est aussi faire des sacrifices sur sa vie personnelle et cetera et on va se rendre compte aussi que, il y a il y a plein d'autres femmes, en fait, qui gravitent autour d'elle et qu'elles ont toutes des destins plus ou moins difficiles et que ce monde du travail est tout sauf, adapté, aux femmes, qu'il y a des questions, bien sûr, de harcèlement et cetera. Mmh. Heu, je spoil un petit peu sans trop spoiler, mais ça va jusqu'au suicide quand même. Donc voilà, D'accord. c'est quand même, ça parle clairement, du travail, de, bah, cette espèce d'aliénation et donc oui, clairement encore un manga qui est, en tout cas ouvertement politique, ça c'est sûr. Et question, de quelqu'un qui ne connaît pas, du tout ce manga, vers quelle année, il est sorti? Enfin, quelle décennie à peu près? Alors là, faudrait que je regarde. Je dirais Ouais, début 2000, d'accord. OK. je peux peut-être regarder rapidement. Non, mais je te pose cette question parce que, dans la présentation que tu fais, ça me fait, penser à un manga dont on parlait, dans l'épisode précédent sur la jeunesse où, on parlait justement du manga, Lorsque nous vivions, ensemble de Kazuo Kamimura. Peut-être que tu connais? J'ai lu le début, mais j'ai pas accroché. Alors j'ai regardé, c'est 2003 pour sa parution au Japon et 2006 en VF. Donc voilà, c'est bien début 2000. Très bien, d'accord. Et non, effectivement, pareil, on a, la place de la femme au travail, la place de la femme dans la société et c'est fou qu'en 30 ans, au final, dès le début du manga, il y a, des critiques justement du système extrêmement patriarcal et extrêmement, genré de la société, japonaise. Complément affectif, est-ce que, ça a été une porte d'entrée ou tu avais vraiment cherché à connaître le shoujo avec des titres précédemment? En fait, ça a été assez progressif. C'est-à-dire que,
Je pense que sur la fin du lycée et début de mes années de fac, j'ai commencé à intégrer petit à petit du shoujo et en fait, je pense qu'au moment de ma lecture de compléments affectifs, ça a été aussi du coup par extension le moment où j'ai changé le nom de ma chaîne parce que je trouvais l'autre imprononçable et parce que je voulais un truc plus enfin voilà, qui me correspondait plus à ce moment-là et en fait, je pense que, effectivement, ça a été en tout cas une pas spécialement ce manga, mais en tout cas, ça correspond à une période où il y a eu une forme de bascule et où j'ai vraiment décidé de m'intéresser vraiment au shoujo et voilà, de me mettre à en lire beaucoup plus, quoi. Et cette bascule, elle a une origine particulière? Il y a une raison particulière? Ou ça s'est fait juste comme ça et naturellement, Complément Shoujo est né? En fait, i oui et non. C'est-à-dire que concrètement, mon intérêt pour le shoujo vient à la fois du fait que concrètement, je me suis rendu compte que c'était une cible qui était intéressante et que j'ai commencé à gratter sur ces sujets. Mais, ça vient aussi et surtout du fait que j'ai commencé à m'intéresser concrètement aux questions féministes et que, Ouais. je me suis dit: ah ben tiens, mais en fait, toute ma scolarité à l'école, on m'a donné à lire, des auteurs, on m'a jamais donné ou très peu des autrices. Je reproduis la même chose finalement dans la façon dont je lis des bandes dessinées et des mangas. Est-ce D'accord. que je pourrais pas m'intéresser un petit peu plus à des autrices et voir ce qu'elles ont à offrir? Surtout quand on sait que dans le manga, on a tout un pan qui est écrit majoritairement par des femmes à destination Mmh. principalement de femmes. Donc voilà, ça a été, disons que ça c'est étroitement lié, en tout cas, à une prise de conscience, de cela. Parce que dans une de tes vidéos, tu disais que justement, tu avais vécu un sexisme intériorisé qui t'avait, amené à lire, majoritairement, ce qu'on appellerait du shonen, du seinen. Est-ce que tu penses que, les jeunes nouvelles lectrices, et même nouveaux lecteurs d'ailleurs, en tout cas, est-ce que le nouveau lectorat est toujours, aussi, poussé, par, des logiques, patriarcales, comme on l'avait, au début, 90, au début 2000 avec la nouvelle génération de lecteurs? Ou, on va dire que l'offre est maintenant assez, diversifiée pour qu'il n'y ait plus ce jugement par rapport au shoujo? En fait, je pense que c'est étroitement lié au milieu social dans lequel on évolue. Je pense que c'est quand même, enfin, il y a quand même, je pense dans la façon dont on nous éduque, heu moi, je sais que alors c'est pas juste ma famille, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance globale. Moi, je sais que je voulais, être bonne à l'école et donc bonne à l'école, ça voulait dire faire des matières scientifiques, ça voulait dire du Mmh. coup faire des choses enfin, en fait, les matières scientifiques, c'est plutôt associé à des choses masculines parce que c'est froid, Mmh. c'est cohérent, c'est voilà et en fait, du coup, par extension, je pouvais pas m'intéresser à des choses féminines comme le shoujo qui sont pleines, en tout cas dans ma vision des choses, qui étaient pleines de bons sentiments, pleines, de d'introspection et voilà et donc en fait, c'était vraiment parce que j'avais derrière moi une famille qui me poussait aussi dans la direction de l'école, j'avais un cadre à ce niveau-là, j'avais accès quand même à un certain, capital culturel et cetera et qui du coup faisait que, bah, indirectement, pas uniquement mes parents, mais vraiment on m'envoyait en fait dans cette direction parce que globalement, j'avais intérêt à aller dans ce sens-là. Mais Mmh. je pense que d'une population à une autre, on n'est pas tous élevés de la même façon et je pense sincèrement que, ça c'est des choses qui évoluent. Moi, je vois par exemple, en fait, je suis prof, en voilà, c'est D'accord, une très bien. révélation. Mon métier, c'est prof et je vois que mes élèves, lisent par exemple beaucoup de romances. Alors on entend parler souvent de la dark romance et cetera, mais globalement de la romance. Moi, c'est vrai que jamais de la vie, j'aurais ramené un roman de romance dans mon sac à l'école pour le lire, entre 2 cours, quand j'avais une pause. Elles ont pas trop de mal à le faire et c'est quelque chose que je vois, j'ai fait plusieurs collèges pour le coup et d'un collège à l'autre, c'est quelque chose qui revient. Donc je pense quand même que voilà, cette honte associée à la romance et associée aux choses féminines, c'est des choses qui commencent un peu à évoluer, mais je pense qu'on n'est pas non plus, enfin, de toute façon, on le voit bien dans notre société, on est loin d'être sur un Oui. pied d'égalité, globalement. Mais en tout Mmh. cas, je pense que ça évolue un peu, lentement, mais un petit peu, quoi. Très bien. Eh bien, justement, ça a évolué, un petit peu et justement avec des mouvements de mobilisation, c'était impossible de pas en parler. Un des points de bascule justement pour, la mise en avant du shoujo, ça a été le mouvement Libéré des shoujo,
dont tu en as fait partie, dont tu as fait la promotion, mouvement qui a été lancé par Célia de la chaîne Shifuyu Supremacy, si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Dans une de tes vidéos, tu parlais du fait que avant les créatrices et les créateurs de contenu liés au manga shoujo et la promotion du shoujo étaient au final assez isolés. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Parce que tu disais que tu n'avais pas assez de recul à l'époque, en 2023, si je me souviens bien. Il me semble que c'était il y a 1 an et demi, pour faire ton bilan. Aujourd'hui, le bilan est positif ou pas? Alors au niveau, des créatrices, shoujo, je pense que quand même, les choses ont un peu bougé. Effectivement, Libérer les shoujo a mis un coup de pied dans la fourmilière et on s'est clairement rendu compte qu'en fait, voilà, en fait, on était certes pas très nombreuses, mais on était quand même là et je pense que quand même, il se passe de plus en plus de choses. Je vois, par exemple sur Twitter, il y a régulièrement des space shoujo avec, plein de lectrices qui se réunissent, pour parler. Je vois par exemple, enfin ça fait partie de, c'était clairement ma volonté, c'est un peu mon idée, mais le fait d'avoir créé Dinana, ça s'inscrit clairement dans cette volonté, voilà, de rassembler et de créer un espace où on peut échanger ensemble. Enfin, je pense que oui. Je pense que oui, clairement, on est clairement moins isolés. Et puis, il y a qu'à voir, en fait, même les live shoujo, par exemple, des éditeurs, il y a systématiquement des personnes qui sont au rendez-vous. Je sais que, je crois que c'était pour le premier live shoujo de Pika auquel j'avais participé, qui était vraiment juste après Libérer les shoujo. Je crois que en termes de statistiques, de vues, etc., on avait dépassé tous leurs autres lives en fait. Merveilleux, OK, Voilà. Ouais, ouais. Donc en fait, trop bien. le truc, c'est que les lectrices de shoujo, on n'est peut-être pas toujours très visibles, on n'est peut-être pas aussi nombreuses que les lecteurs de shonen, mais c'est vraiment une communauté solidaire et engagée. Et ça, clairement, ça pèse dans la balance. Et c'est vraiment important parce que je vois que quand, par exemple, parfois sur les réseaux sociaux, il peut y avoir de la haine ou des choses pas très positives. Il y a une vraie solidarité qui se met en place, des personnes qui se soutiennent, qui répondent aux commentaires parfois désagréables. Enfin, voilà, on se sent un peu moins seul, ça c'est sûr et certain. Et récemment, il me semble que Bruno Delacruz, rédacteur en chef des éditions Animeland, avait donné un point supplémentaire à Libérer les shoujo, puisque pour l'édition de Lady Oscar, enfin le numéro spécial sur Lady Oscar, personne n'y croyait, enfin surtout les commerciaux. Et au final, par la mobilisation générale, ça a été une des meilleures ventes de précommande, il me semble. Oui, effectivement, je crois que ça a pas trop mal marché. Je sais pas si c'est, leur mis en vente, mais en tout cas, il y avait eu un bon démarrage et en fait, je pense qu'il a pas moins marché que les autres, quoi. Ça, c'est sûr et je pense que c'est déjà, l'essentiel et ce qui est quand même révélateur du fait qu'effectivement, la commu shoujo est pas énorme, mais en tout cas, quand il faut se mobiliser et soutenir des choses, il y a vraiment, des actions qui sont mises en place, quoi. Trop bien. Sachant que La Rose de Versailles est sûrement l'une des meilleures œuvres qui existent encore aujourd'hui. J'aime beaucoup ce manga. Alors, Libérer les shoujo aussi, c'est le moyen de mettre en avant des autrices et des récits qui sont riches de grande qualité. Est-ce que tu as des titres qui, selon toi, représentent une porte d'entrée superbe pour commencer le shoujo, même si c'est très vaste le shoujo et au final ça veut pas dire grand chose. C'est pas facile comme question, hein. Ouais, désolé. Je réfléchis, vers quoi j'aurais aimé me tourner peut-être. Hem, alors enfin, ça a été compliqué, hein. Ça dépend vraiment vers quoi ce qu'on a l'habitude de lire en fait, concrètement. Parce que, moi spontanément, il y a Le Pavillon des hommes qui vient en tête, mais je pense que c'est Ouais, clairement pas la lecture la plus accessible, mais OK. mais le côté, histoire, très dense, avec, plein d'informations, enfin voilà et le traitement qui est vraiment très bien fait de cette histoire. Je me dis que ça peut plaire, à pas mal de lecteurs de seinen qui aiment justement, se plonger parfois dans des périodes historiques, voilà, découvrir des univers, un peu uchroniques et cetera. Enfin, je pense que ça pourrait plaire. Après, je pense qu'il y a un titre en ce moment qui plaît pas mal, et qui fait quand même pas mal l'unanimité, même si moi c'est pas mon favori. Ça reste, Yona, princesse de l'aube, qui en ce Oui, moment, je pense peut faire un pont, entre les lecteurs de shonen et le shoujo justement. mmh.
par son côté épique, par son héroïne qui est charismatique, qui n'a pas peur d'affronter les choses, qui évolue un peu, alors pas de la même façon, mais qui a un peu cette progression comme on peut la retrouver dans un shonen où voilà, elle Ouais. franchit des étapes et elle évolue, etc. Et maintenant, en parlant, je me dis que Nana, Bah oui. voilà. Nana, ouais, classique, quoi. C'est difficile de ne pas en parler, quoi. C'est vraiment le manga qui, je pense, peut plaire à tout le monde, enfin, Mmh. en tout cas à pas mal de monde, parce qu'il touche à des sujets qui sont encore très actuels, qui touchent au quotidien. Finalement, de 2 jeunes Mmh. femmes. On a quand même des sujets assez sérieux en toile de fond, la musique et puis Mmh. surtout un truc qui parle beaucoup, je pense et qui est vraiment beaucoup repartagé et repris, quand même l'esthétique, le style, Vivienne Totalement. Westwood, enfin voilà, il y a Oui. tout un truc qui plaît en tout cas autour, quoi. Parce que rapidement, Nana, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, allez-y! Est-ce que tu pourrais le présenter? Ouais, pas de souci. Alors, Merci. honnêtement, c'est une histoire assez simple, hein. Au départ, c'est 2 jeunes filles, qui s'appellent toutes les 2 Nana, qui se croisent, dans un coin par un concours de circonstances et puis, elles se racontent un peu leur vie. On se rend compte qu'elles ont des vies diamétralement opposées. Il y en a une qui est, heu, beaucoup qui peut sembler un peu plus, naïve, qui tombe facilement amoureuse et l'autre qui est vraiment la rockeuse, un peu dark, tout ça et Mmh. en fait, elles vont toutes les 2 à Tokyo, l'une pour retrouver son petit ami qui était parti vivre à Tokyo avant et l'autre, je crois que c'est par rapport à son groupe ou pour retrouver justement aussi, D'accord. Ouais. je sais plus. Enfin bref, elles ont toutes les 2 une raison d'aller, à Tokyo et elles décident d'emménager. Elles visitent un appartement. Elles se rendent compte qu'elles visitent le même appartement au même moment par un autre concours de circonstances et elles finissent par, décider de faire une colocation parce qu'elles n'ont pas assez d'argent toutes les 2 pour payer Mmh. le loyer. Et donc on va suivre l'évolution, de ces 2 personnages qui s'appellent toutes les 2 Nana, qui viennent de 2 mondes assez différents et qui pourtant, se complètent, se soutiennent, évoluent ensemble et c'est vraiment un titre qui touche par, sa justesse en fait. Mmh. Vraiment, Ai Yazawa, elle a vraiment su, décrire avec, beaucoup d'attention, ce que c'est que d'être une jeune femme, par quelles étapes on peut passer, des chagrins d'amour, des violences, Mmh. enfin voilà, c'est vraiment un titre, captivant. Alors, si les auditrices et les auditeurs, souhaitent approfondir le sujet, je peux que les rediriger vers ta vidéo, Nana le manga d'une génération, pardon et dedans, justement, tu traites du deuxième pilier de cet épisode, qui est la question du genre puisque, Ai Akazawa, pardon, non, pardon, qu'est-ce que je dis? Ai Yazawa. Ayazawa, pardon, j'ai un goût alors voilà, ça c'est le problème de cette émission, c'est que je n'arrive pas à dire les noms des auteurices. C'est mon gros problème, je m'en excuse par avance. Je serai là pour corriger s'il faut, pas de Merci, souci. merci, je te fais confiance. Mais tu dis que justement le regard de l'autrice permet notamment de traiter, les relations, amicales, déjà dans un premier temps, de manière, totalement, différente et ça a permis d'avoir une lecture à double niveau, voire à triple, quadruple et cetera. C'est comme Le Petit Prince, c'est un manga que tu peux relire à différents âges de ta vie et apprendre à nouveau, différentes choses. Oui, clairement, surtout, en fait, je pense que quand on est adolescent, on a tendance à avoir un peu les idées très arrêtées sur certaines choses. Moi, je sais que je trouvais, Nana, Hachi, donc pas la roqueuse, l'autre, je la trouvais un peu, j'avais tendance à avoir, du mépris pour elle parce que je trouvais que voilà, elle faisait pas les bons choix, elle tombait amoureuse trop facilement alors que l'autre, elle était forte, elle était, attachée à un personnage, enfin voilà, en tout cas ça, je pense que quand on est adolescent, on aime bien un peu que les choses soient tout noir ou tout blanche, quoi. C'est plus simple. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionnait comme ça. Et du coup, le fait de relire un peu plus tard ce titre, en fait, on se rend compte que Hachi, c'est juste un personnage qui est humain, qui a ses failles, qui a ses forces, et en fait, on apprend aussi à l'apprécier. On apprend à apprécier leur relation d'amitié qui est vraiment très belle, et on peut même la voir à un autre niveau de lecture. Je sais qu'il y a pas mal
de personnes qui ont vu presque une romance lesbienne en fait Mmh. à travers ce titre. Et voilà, c'est vraiment un titre qui gagne à être lu et relu et qui je pense, est toujours pertinent aujourd'hui et qui peut toujours parler à des lecteurs aujourd'hui. J'aime bien un terme que tu as employé dans ta vidéo. Tu as utilisé le mot de tragédie grecque. Tu es encore d'accord avec ça aujourd'hui? Bah oui, après bon, on n'a pas la fin, donc Oui, c'est est-ce pas qu'on peut faux. savoir si concrètement c'est une tragédie grecque ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, oui, ça c'est sûr qu'il y a vraiment une dimension tragique, quoi. Du début à la fin, on a conscience que cette situation, elle peut pas durer et que concrètement, la colocation entre les 2 nanas, ça correspond à une parenthèse dans leur vie, en fait. Mmh. Et ça se voit notamment par le fait que, systématiquement, en début de chapitre, on voit, une des nanas qui s'adresse à l'autre en disant: «Dis Nana, tu te souviens quand?» Donc on comprend que, Mmh. en fait, le narrateur est quelqu'un qui nous raconte l'histoire, plus ou moins a posteriori, et qu'en fait, il a dû certainement se passer des choses pour en arriver là. Et du coup, oui, effectivement, il y a vraiment cette dimension où il se passe trop de choses, difficiles pour que ça termine bien, quoi. Et en Très même bien. temps, on peut pas s'empêcher de savourer les moments, de joie qu'elles vivent entre elles, quoi. Super, merveilleux. Vraiment, n'hésitez pas, d'autant plus, donc disponible chez Delcourt Toncam. Mais, je crois que bientôt on va avoir une actualité autour de Nana, puisqu'il y a une sorte de Deluxe ou une réimp, mais avec un coffret. C'est pas encore clair, mais Delcourt Toncam prépare quelque chose, il me semble. Oui, je crois que j'ai entendu parler d'une réédition. J'avoue que ça m'intéresse pas spécialement, mais j'aimerais plutôt, avoir, d'autres œuvres d'Aizawa, mais bon. Oui, 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 je comprends. Bah, il y a Paradise Kiss, si je me trompe pas, mais c'est vrai Non. qu'au final, elle est pas tant mise en avant. Et pourtant, c'est vraiment un super titre. Et pour le coup, Mmh. je pense que quelqu'un qui veut découvrir, le travail d'Aizawa, je leur recommande, de commencer plutôt par Paradise Kiss parce que c'est un récit plus court, qui est complet et qui du coup, bah, permet de découvrir, son travail sans trop, sans trop d'investissement, on va dire, voilà. Mais les 2, OK. enfin, de toute façon, son travail est vraiment très intéressant. Et oui, Paradise Kiss et Nana, c'est vraiment deux œuvres à lire, quoi. Très bien. Bah, alors, en plus de Aizawa, il y a des grands noms comme, Moto Hagio, qu'on connaît, pour, Le Clan des Pots, toutes les anthologies, Barbara, il me semble aussi, dont la majorité est disponible chez Akata. C'est une autrice que tu apprécies? Alors, pour le coup, c'est une autrice que, j'ai découvert avec les anthologies, publiées chez Glénat, que j'avais beaucoup aimées à l'époque, mais que je connaissais mal parce que jusqu'à encore très récemment, on n'avait pas, beaucoup accès à son œuvre. C'est vraiment quelque chose d'assez récent avec, la collection Héritage. Et pour le coup, c'est vraiment une autrice, plus ça va, plus j'aime son travail. Là, j'ai filmé une vidéo ce matin justement, un Ah! bilan, lecture, où je parlais justement de Barbara que j'ai lu récemment et ça a été vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Je pense que c'est D'accord. pas un titre qui plaira à tout le monde parce que, c'est quand même, l'écriture est assez, enfin, c'est pas exactement la même structure dans Le Clan des Pots, mais il y a vraiment ce côté, morcelé où il faut un peu reconstruire le pulse pièce par pièce. Et et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce titre. Donc oui, c'est une autrice, bah, en tout cas, c'est une autrice qui me plaît de plus en plus parce que je la connaissais mal, mais c'est avant tout une autrice, cultissime qu'il faut connaître, ça c'est sûr, et qu'on a la chance d'avoir en plus dans la collection Héritage avec plusieurs œuvres. Donc c'est vraiment une collection à soutenir et une autrice à soutenir, ça c'est sûr. Alors, pour, un spectateur du mouvement complément shoujo, je trouvais qu'à l'époque, justement, Moto Hagio, c'était un peu le fer de lance de la collection avec justement le collector de Yona, princesse de l'Aube, qui était, demandé depuis un certain temps. Est-ce que, déjà, c'est un ressenti, valable? Et surtout, est-ce que Moto Hagio, en quoi elle représente un peu, enfin, en quoi son œuvre, son patrimoine, enfin, plus son héritage justement que le terme patrimoine, en quoi son héritage, est un peu essentiel pour aujourd'hui, en fait, pour, ce qu'est le shoujo actuellement? Ce serait compliqué de l'expliquer. Il y a un podcast d'anachronisme sur l'an Ouais, 24 qui pour le coup parle un peu de toute cette génération. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Moto Hagio, c'est surtout que c'est une autrice extrêmement moderne qui a su écrire des récits, particulièrement frais et novateurs dans leur style,
dans ses idées, enfin voilà. Mmh. Et en fait, c'est juste qu'elle a vraiment su écrire des œuvres assez magistrales, quoi. Et je pense que ça a été, surtout une énorme influence pour plein d'autrices qui citent Moto Hagio comme référence, qui a été voilà, oui, une référence pour toute une génération d'autrices qui du coup, par extension, aujourd'hui écrivent des œuvres et on peut parfois reconstituer un peu les pièces du puzzle et se dire: «Ah bah tiens, ça là, ça me fait penser à ce qu'écrivait, Moto Hagio». Après encore une fois, faut pas non plus, faut bien avoir en tête que, c'est quand même, Moto Hagio n'a pas tout inventé. Elle a été extrêmement, pertinente et elle a apporté beaucoup de choses, mais c'est quand même, il y a plein d'autrices de cette génération qui ont posé les bases de ce que serait le shoujo plus tard et Moto Hagio est quand même, voilà, une des figures, de proue, quoi, voilà. D'accord, très bien. Donc anachronisme, tu as dit? Oui, c'est ça. C'est Ariane a un podcast, Anachronisme, où elle a des épisodes sur plusieurs sujets, notamment celui sur l'an 24. Elle en a un sur le boys love, enfin voilà, elle a plusieurs podcasts et elle fait aussi, des streams où elle parle un peu de ses lectures et elle écrit aussi des préfaces, pour Super. Panini donc vraiment, c'est Bah, quelqu'un de mais pertinent. bon, bah, parfait. Je mettrai bien évidemment le podcast en description. N'hésitez pas à consulter, à vous intéresser à ce sujet qui mérite, bah, 10 000 épisodes, en fait. Ouais. Ouais. Alors, vu qu'on est toujours sur Moto Hagio et que tu en as parlé, si ça te va, bien sûr, ou sinon on peut avancer. En quoi tu as aimé Barbara et est-ce que tu pourrais nous le présenter ou peut-être inviter les auditeuristes à écouter ton prochain bilan lecture? Qui sait? Non, mais je veux bien en parler parce que pour le coup, quand j'aime quelque chose, ça me fait toujours plaisir, Bon, bah, d'en top. faire des tonnes, il y a pas de souci. Parfait. Alors déjà première chose, Moto Hagio, vraiment sincèrement, je vous invite à creuser globalement son œuvre parce que tout est intéressant dans ce qu'elle a fait. Je pense que Le Clan des Peaux, c'est une œuvre qui est majeure. Son anthologie, c'est un très bon moyen de découvrir son travail, par petites histoires et du coup découvrir un peu les univers qu'elle a pu développer. Je pense à Nous sommes 11, La Mmh. princesse Iguane, voilà. Mais moi, pourquoi j'ai aimé spécifiquement Barbara? Eh bien, tout simplement parce que, c'est un titre qui relève plutôt de la science-fiction, que moi, personnellement, quand j'étais, enfin, pendant longtemps, en fait, je pensais ne pas aimer la science-fiction parce que j'avais des préjugés dessus. Déjà parce que dans mon imaginaire, c'était aussi très masculin et que en fait, c'est faux, c'est pas vrai, c'est un cliché que j'avais et du coup, j'avais l'impression que c'était pas des choses qui m'étaient destinées, quoi. Et donc, depuis quelques années, je fais un peu ce travail de m'intéresser à des œuvres de ce registre. Et du coup, Barbara, pour un peu placer le contexte, l'histoire s'ouvre sur un cadre un peu idyllique où on suit des enfants qui s'amusent, la vie est belle, tout va bien, et notamment une petite fille qui s'appelle Aoba. À la fin du chapitre, on se rend compte que cette Aoba est en fait en train de rêver, que le monde un peu idyllique qu'on vient de voir, c'était un rêve et que cette jeune fille est endormie depuis des années suite au fait qu'elle a mangé le cœur d'un des membres de sa famille. Oui, oui, Oh, c'est... d'accord. Voilà, ouais, ouais, attention. C'est atypique. Voilà et en fait, donc voilà, c'est un récit qui va donc se plonger dans les rêves par le biais du personnage de Tokyo qui est un personnage qui peut rentrer dans les rêves et qui va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi elle est bloquée dans son rêve et en parallèle, on se rend compte que le fils de Tokyo a plus ou moins un lien avec Aoba et que tout s'entremêle et que en fait, rêve, réalité, fiction réelle, tout est étroitement lié et en fait, on va essayer de comprendre voilà, pourquoi elle dort, qu'est-ce qui a bien pu se passer sur fond de drame familial, parce que vous l'avez bien compris, c'est passé quelque chose d'assez violent. Voilà, donc c'est vraiment un titre... je pense que pour les personnes qui aiment la SF très pragmatique, où voilà, on a des réponses, on a Mmh. des choses très scientifiques, très carrées, voilà, c'est pas du tout ce registre-là. C'est vraiment plutôt la SF où il faut se laisser un peu porter, accepter que, bah, en fait, on sait jamais trop, on se situe, si on est dans le rêve, si on n'y est pas. Et en tout cas, moi, c'est vraiment un titre qui m'a happée, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment lu les 2 volumes très rapidement. J'étais, je rentrais chez moi, je pensais à me dire purée, il faut que je lise Barbara, là, j'ai trop envie de savoir la suite. Et OK. vraiment, c'est un titre très riche et très intéressant et qui en plus, je pense, alors là pour le moment je l'ai lu une seule fois parce que c'était assez récent, mais Mmh. je pense que en le relisant, j'aurais pas du tout la même approche et ça vaut le coup en fait, voilà, de creuser un petit peu, de voir un peu tous les petits indices que l'autrice sème au fur et à mesure et voilà, c'est vraiment un titre excellent en tout cas.
OK, magnifique. Bah, donc disponible chez Akata dans la collection Héritage, à nouveau, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça OK. exactement. Bah, super. Alors, là, on parlait de des choses qui te faisaient plaisir, tu pouvais en parler, 10 000 ans. Je pense qu'il y a un nom, si je t'en parle, on peut faire un épisode, numéro 2 d'1 heure, 2 heures, si tu veux. Cette autrice, c'est Yumi Tamura. Est-ce que tu connais? Ça me dit un truc vaguement. Oui, effectivement, si tu veux, on peut faire un spin-off, Yumi Ouais. Tamura. Alors déjà, est-ce que tu pourrais présenter, l'autrice et peut-être des titres qui te plaisent? Parce que j'avais noté, que, certains de ces titres notamment parlaient du travestissement et comme une manière d'avoir des récits non binaires. Est-ce que, c'est quelque chose que tu continues à dire et en quoi tu aimes Yumi Tamura? Alors, Yumi Tamura, c'est dense, hein. Déjà, il faut avoir conscience que c'est une autrice qui est un petit peu maudite en France puisque, Mmh. tout simplement, eh bien, tous ses titres sont actuellement disponibles, voilà. On a eu, Basara qui est un récit épique qui a fortement, je pense, inspiré Yona, voilà, où on suit une héroïne qui doit libérer son peuple et cetera. On a Seven Seeds qui est plutôt une Robinsonade, post-apocalyptique où, des personnages, un groupe de jeunes essayent de survivre dans un environnement, très hostile où pour le coup on a eu 10 tomes sur 40. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc ouais, non, ça a été abandonné en cours de route et malheureusement, en France, c'est pas possible de lire la fin, quoi. On a, Don't Call It Mystery qui est pour le coup, un récit qui reprend un petit peu, les codes du roman policier avec un personnage qui s'appelle Totono qui est un peu plus, atypique, un peu surprenant, qui a eu le malheur de sortir chez Chez Neve Noé Graphics. Graphics. Voilà, et donc du coup avec tout ça, je vous souhaite bonne chance pour, Voilà. lire un jour, une œuvre de Yumi Tamura. Alors moi, Yumi Tamura, c'est une autrice que j'ai découvert avec Basara parce que j'ai toujours aimé les récits épiques et voilà, c'était un titre qui revenait, Yona, Red River, Mmh. Basara et donc j'ai commencé avec ça. Ça m'a profondément touchée et bouleversée parce que c'est vraiment un titre d'une intensité folle avec une dimension politique, avec une romance un peu à la Roméo et Juliette puisqu'on a deux personnages qui ne devraient pas s'aimer et qui pourtant tous les opposent et pourtant ils s'aiment. J'ai ensuite enchaîné avec Seven Seeds qui est juste la peak fiction à mon humble avis. Voilà, c'est vraiment, enfin, j'aurais du mal à décrire Seven Seeds et à quel point c'est un titre exceptionnel, mais c'est vraiment je pense que c'est un peu le contre-exemple parfait de ce qu'on peut s'imaginer du shoujo, quoi. Très bien. Vraiment, si quelqu'un a des clichés, quand il tombe sur Seven Seas, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il pouvait s'imaginer, tout en gardant vraiment cette dimension introspective où on a comme le point de vue de personnage féminin qui est vraiment développé. Et c'est ce qui rend vraiment cette Robinsonade intéressante parce que justement, on a l'habitude voilà, d'avoir des survival, des choses où on est dans un récit post-apocalyptique, où on doit survivre, etc. Mais là, elle intègre complètement la dimension féminine à cela, avec par exemple la question, des questions très pragmatiques, mais des choses, par exemple le fait d'être enceinte dans cet Oui. univers, la question des règles qui revient à un moment, les agressions concrètement, Mmh. enfin voilà, toutes sortes de choses qui sont quand même étroitement liées au fait d'évoluer en tant que femme dans la société. Et donc Colite, qui était vraiment un récit complètement différent de ce que je vous présentais, puisqu'on se plaçait dans un cadre beaucoup plus réaliste, mais qui a su plaire par le charme de son personnage principal, assez audacieux, par le côté un petit peu Sherlock Holmes, où on a envie de savoir la suite. Enfin voilà, c'est vraiment une autrice qui a un talent fou pour écrire des histoires, pour créer des personnages attachants et développer des univers assez uniques, quoi. Bah, écoutez, à nouveau, n'hésitez pas à arpenter la chaîne de Chloé parce que, c'est un sujet qui a eu le droit d'ailleurs à une vidéo, mais qui parcourt un peu partout les recommandations, non? Oui, c'est ça. Bon alors la vidéo, pour le coup, je l'ai faite il y a un petit moment, je sais pas ce qu'elle vaut. Ça va, ça va. C'est pour Ça va? l'avoir vu Bon, récemment, c'est très bien. OK, parce que moi, c'est vraiment le genre de truc, je j'ose plus retourner les voir. Elles sont là, débrouillez-vous. Si vous avez envie de les voir, c'est votre problème, mais moi, je retournerai pas vérifier. Et je comprends, j'ai pas trop envie de voir les premiers épisodes d'Entre Potes aussi. Alors,
À nouveau, c'est justement dans cet, épisode, sur, Tamura que j'ai repris ton terme de lecture non binaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tu parles notamment de ces récits qui parlent de travestissement, donc qui abordent le genre, de nouvelles manières. Tu présentes également Host Club de Hattori Bisco, Mmh. disponible chez Panini. En quoi ça peut être une lecture shoujo aussi intéressante pour aborder, cette question du genre? Alors la question du genre, honnêtement, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le shoujo. Après, voilà, le genre, le travestissement, c'est quand même une thématique, qu'on retrouve certes dans le shoujo, mais qui est quand même, assez globale. On retrouve Bien ça sûr, au oui, oui. théâtre, Mmh. voilà, en Occident. Enfin voilà, c'est quelque chose de central et qu'on interroge régulièrement, à travers l'art. Et Host Club, ça peut être intéressant parce que, on suit donc, une héroïne qui s'appelle Harui, qui, donc, intègre une école prestigieuse, dans lequel, il y a, un petit club d'hosts en fait, donc les hosts c'est, ces jeunes hommes, japonais qui sont payés pour, servir de petits copains, à une personne, voilà ça existe concrètement au Japon. Mmh. Et voilà c'est donc des de jeunes, aristocrates et bourgeois un peu oisifs qui ne savent pas quoi faire de leur journée et qui se sont dit: «Pourquoi pas créer un club d'hosts pour se divertir un petit peu?» Et donc notre petite Haruhi débarque dans leur club, en cherchant une salle pour réviser et sans faire exprès, elle brise un vase et ce qui fait qu'en fait, elle est obligée, par les autres, membres du club d'hosts de, elle-même se travestir et donc devenir un host pour rembourser du coup la dette, du vase. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement, on retrouve, ce personnage d'Haruhi qui en fait, va, se plaire dans, son nouveau statut d'host et tout au long de l'intrigue, on ne retrouve pas, une héroïne de shoujo telle qu'on l'attend avec certains codes, mais plutôt un personnage qui est dans une forme de non-binarité où parfois elle est, vue comme une femme, parfois, vue comme, un homme et elle alterne un peu entre, ces, différents, statuts et voilà, c'est vraiment, il y a une forme de neutralité en tout cas autour de son identité et elle fluctue en fonction, du contexte, de ses envies et cetera. D'accord, très bien. Tu viens d'employer le mot code par rapport au shoujo. C'est vrai qu'on l'a pas abordé en début d'épisode, mais comment tu identifierais les codes du shoujo par rapport à des codes du shonen? Est-ce qu'il y a des éléments qui diffèrent d'une catégorie éditoriale à l'autre ou pas? Au final, c'est juste des mangas destinés à des garçons, des petits garçons. Là, bien sûr, je grossis les traits, hein, c'est pas du tout ma vision du truc, mais d'un côté, petit garçon, de l'autre, manga petite fille, et les sujets sont complètement différents, pardon. En fait, je pense que ce serait compliqué de vraiment, voilà, avoir une définition claire et précise parce qu'en fait, on se rend bien compte que le shoujo, c'est très vaste. Mais Mmh. je pense qu'il y a quand même une chose qui lie un peu tous ces titres, c'est quand même cette capacité à l'introspection, au fait de rentrer dans l'esprit des personnages et de toucher de manière très fine à la psychologie des personnages et à leurs émotions par le biais du monologue intérieur notamment qui est un des codes du shoujo où on retrouve voilà ce personnage qui met un peu le récit en pause et où on se plonge dans ses pensées. C'est vraiment Mmh. un des codes du shoujo, qui est majeur et donc voilà cette capacité, en fait, on a par exemple dans le shonen, on a ce truc de, franchir des étapes, être le meilleur, mais c'est par rapport aux autres. Tandis qu'on a Oui. l'impression que dans le shoujo, nos héroïnes et nos personnages évoluent, mais plutôt dans leur intériorité et dans leur façon de se voir et d'être perçus. Et en fait, c'est aussi voilà, cette capacité à l'introspection, voilà, à se questionner sur ces choses-là qui rend le shoujo si unique et qui le rend aussi si fin, quoi. C'est-à-dire OK. que vraiment, je trouve que parfois c'est difficile aujourd'hui pour moi de lire des titres qui ne sont pas shoujo parce que je trouve que parfois ça manque de finesse. Mmh. Bien sûr, c'est un raccourci que je fais, hein, bien sûr Mmh. je ne lis pas que du shoujo, mais c'est vrai que il y a une finesse auquel j'ai pris goût dans le shoujo et que j'ai parfois du mal à retrouver ailleurs. OK. Tout à l'heure, tu parlais toujours, de ta vision du shoujo et la manière dont on perçoit, quelqu'un qui lit du shoujo, et durant ton adolescence, tu as employé le terme de honte. Forcément l'importance, enfin la dominance, la domination du patriarcal fait que, aujourd'hui, tu le soulignais, dans la communauté shoujo est-elle devenue chiante?
Tu soulevais d'ailleurs que, par exemple, d'un côté, on salue les fans de One Piece qui, donc shonen, hein, qui s'offusquent parce que un perso a été mal nommé, et de l'autre, on traite les justement des personnes qui défendent le shoujo comme des hystériques, etc. Donc forcément une vision extrêmement patriarcale et genrée de la question. Est-ce que depuis, c'est quelque chose qui a quand même évolué ou pas? Et aussi, ça c'est une question un peu annexe, mais j'ai l'impression que les maisons d'édition ont tendance à se diriger de plus en plus vers des alternatives comme Blue Sky. Est-ce que le débat a changé? Est-ce que la prise de position a changé ou pas? En fait, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu aggravé. C'est-à-dire que, D'accord. alors pas au niveau des éditeurs, mais au niveau, du lectorat. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'on est arrivé un peu au stade où, par exemple, dans les questions féministes, il y a eu un moment où, en fait, il y a eu une première vague de lutte où on a demandé des droits et cetera, et puis après, il y a eu un moment dans les années, je sais pas, 80-90, on va dire, où on a dit: «OK, vous avez les mêmes droits, donc c'est bon, vous avez plus le droit de vous plaindre». Et ben, en fait, c'est un peu la même chose avec le shoujo. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, sur Twitter, dès que quelqu'un lance un débat autour de, une problématique liée au shoujo, on se retrouve avec, des gens qui viennent dire: «Oh là là, les fans de shoujo toujours en train de se plaindre, c'est bon, vous avez eu vos collecteurs, pour Yona là, bon, ça va quoi». Toujours en train de ramener le sujet, quoi. Et justement, j'ai l'impression que voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu là maintenant. C'est-à-dire que, il y a toujours ces revendications, il y a toujours un peu ces luttes, mais on est moins bien perçu par le lectorat d'autres cibles parce que, en fait, c'est des gens qui étaient d'accord parce que voilà, pour des questions, concrètement, ah oui, bah oui, elles ont moins de collecteurs, bon, bah maintenant elles ont des collecteurs, mais concrètement qui comprenaient pas la logique peut-être misogyne qu'il y avait derrière, et qui comprenaient pas que c'était un combat qui devait quand même, qui est voué à être poussé très longtemps jusqu'à qu'on ait vraiment concrètement une vraie égalité. Et en fait, je pense que voilà, il y a un peu une mauvaise compréhension entre ces communautés, qui ont du mal un peu à percevoir cela. Après, au niveau des éditeurs, j'ai quand même l'impression que maintenant, c'est quand même difficile de nous éviter. C'est-à-dire que, Oui. concrètement, encore une fois, c'est pas parfait, voilà, c'est pas Mmh. on n'est pas, enfin, il y a des choses, il y a encore des pistes d'amélioration, on va dire, mais en tout cas, maintenant, c'est quand même difficile de faire, comme si la question du shoujo n'existait pas. Il y a vraiment des éditeurs qui se sont mis à sortir des shoujo, qui se sont mis à parler de leurs shoujo sur leurs réseaux sociaux, Mmh. qui ont commencé à faire toutes sortes de choses pour que effectivement cette communauté soit un petit peu entendue. Et même dans la manière, dont, l'édition de shoujo, est déjà en France, ça a permis d'influencer, des maisons d'édition. Par exemple, je pense à Glénat qui a arrêté de classer ses mangas d'un point de vue éditorial, enfin d'un point de vue, shonen, seinen, shoujo, mais en mettant désormais des mots-clés pour, à la manière d'Akata ou Naban, pour avoir, plus des genres au lieu de catégories, éditoriales. C'est vrai que c'est la nouvelle mode un peu ce ce truc de mots-clés. Je crois que Panini le fait aussi, je suis pas sûre, mais D'accord, je crois que voilà, c'est un peu le nouveau truc. Alors là, il y a un gros débat autour de cette question-là, justement d'accord. dans la communauté shoujo, parce que, en fait, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'à terme, quand le shoujo sera à peu près à égalité avec, toutes les autres, cibles, effectivement, ce sera pertinent de, voilà, de classer de cette façon, mais que d'une certaine façon, aujourd'hui, ça invisibilise un petit peu le shoujo, quoi, et ses particularités. Donc c'est vrai que c'est un sujet à débat, effectivement, c'est intéressant de donner l'occasion aux lecteurs de pas se diriger spontanément vers les shonen parce que c'est des shonen, mais en même temps, les clichés, ils existent bien dans notre tête, et il y a concrètement des codes au shoujo dont on parlait un petit peu plus tôt, hein. C'est quand même pas la même chose de lire un shonen et de lire un Mmh. shoujo, et donc du coup, directement, on reste quand même un peu enfermé dans ces questions-là. Et est-ce que, en effaçant la vignette shoujo et la vignette shonen, est-ce que concrètement ça changera quelque chose, ou juste ça mettra juste un peu plus de côté le shoujo? C'est une question qu'on peut se poser, quoi. D'accord, hyper intéressant. J'avoue, je j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce débat sur internet, OK, mais passionnant. Alors,
troisième point durant cet épisode, si on a vu le côté extrêmement politique du manga de manière générale et les questions du genre par rapport au shoujo, j'avais identifié sur certains passages de tes vidéos l'importance de la présence de la sexualité, non pas bien évidemment d'un point de vue érotique, quoique, mais plus pour mieux appréhender sa sexualité, mieux se comprendre, etc. Est-ce que justement tu aurais des recommandations de mangas qui pourraient justement être des portes d'entrée pour découvrir une manière différente de voir son corps, les autres, les relations, etc. Alors j'aurais pas en tête, vraiment un titre vers lequel se tourner, même si je sais que, par exemple des titres en fait, je pense qu'en s'intéressant aux romances, quoi qu'il arrive, c'est souvent des sujets sous-jacents. Alors pas dans toutes les romances, mais typiquement dans le shoujo, par exemple, on parlait de Nana, bon, bah, voilà, il y a quand même la question, des relations, non consenties, voilà, de la violence au sein du couple, qui sont mises sur le tapis et qui sont vraiment des sujets qui sont développés. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'en s'intéressant un peu au shoujo, on peut trouver des titres qui abordent ces sujets-là. Après moi, je sais que, en tant qu'adolescente, je me suis beaucoup tournée vers le boys love et le yuri parce que justement, c'est des titres où la sexualité est quand même assez présente et du coup, ça m'a quand même permis voilà, de m'interroger sur ces sujets, de voir des représentations que je n'avais jamais vues en fait, concrètement et c'est un peu par ce biais-là que je me suis intéressée à ces questions-là. Après je sais que, alors c'est pas je l'ai pas lu donc enfin j'ai lu une partie mais je sais pas si ça va jusqu'au bout de tout ça. Je pensais à Blue Flag, c'est pas un shoujo pour le coup, mais je crois que ça questionne pas mal, toutes les relations entre, adolescents, comment traiter tout ça. Enfin, j'avais lu le début, j'ai plus tout en tête, mais je pense Excellent que manga. c'est un bon titre pour cela. Après, voilà, je l'ai pas lu, donc je saurais pas trop quoi en dire, mais je pense à ça en me disant ce côté un peu éducatif, voilà. Alors, je vais pas en parler 10 000 ans parce que ça reste ton épisode, mais Blue Flag est sûrement l'un de mes mangas coup de cœur. Et on a reçu d'ailleurs Nesrine Mezouane, la traductrice de Blue Flag, aux éditions Kurokawa. Et effectivement, dans ce manga ou tranche de vie assez classique, mais on suit l'aventure d'un héros qui rencontre à nouveau son ancien ami Thomas, dont on découvrira que Thomas peut-être cache des sentiments amicaux et plus, et etc. Effectivement, ça va pas jusqu'au bout, mais comment dire, la manière dont toutes les relations sont mises en scène vraiment interroge sur nous, notre perception en tant que lecteur et lectrice. Enfin, en tant que lectrice. Je sais pas, tu t'es arrêté où à peu près? Je sais plus trop. Après, j'avoue, j'avais pas trop accroché, mais Ah attention, mince. non, mais c'est pas parce que c'est un mauvais titre. J'ai pas Oui. accroché parce que je pense que j'étais peut-être trop âgée pour ces questions-là et que, en fait, je me suis vraiment dit que si j'avais eu ce livre entre les mains durant mon adolescence, ça aurait été, vraiment un super titre, mais qu'aujourd'hui, moi, j'arrivais pas à y trouver grand intérêt parce que, par exemple, je lisais de la romance shoujo en parallèle, voilà, j'avais lu pas mal de titres qui, abordaient la question des relations d'autres façons. Enfin voilà, donc en fait, vraiment, pour moi, c'est pas du tout un mauvais titre ou quoi que ce soit. Juste, ça tombait pas au bon moment pour moi. Je pense que vraiment, je pense que c'est vraiment un bon manga de CDI, typiquement. Oui, typiquement, Euh, ouais, je suis totalement d'accord. voilà, qui trouve tout à fait son sens entre les mains d'adolescents et autres, hein, bien sûr, Hmm. ça perd pas en pertinence par la suite. Mais moi, pour moi, c'était pas le titre qui me parlait à ce moment-là, quoi. Oui, effectivement. Et puis c'est peut-être un manga porte d'entrée, mais comme tu le dis, en 8 tomes qui approfondit pas non plus des masses. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même un manga intéressant et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Lisez Blue Flag, je vous en supplie. Mais le shoujo aussi a ça d'intéressant que forcément, ça met en avant la culture queer. Alors, Yuri, Boys Love, même si... Enfin, est-ce que c'est correct de mêler Yuri, Boys Love et shoujo, ou c'est des catégories éditoriales qu'on doit séparer? C'est un peu une question. Enfin, comment dire? En fait, le boys love est né du shoujo, mais par la D'accord. suite, ça s'est un peu émancipé dans la mesure où bah, c'est devenu vraiment une catégorie à part entière, quoi. Je pense D'accord, que ok. aujourd'hui, les lectrices, par exemple, de boys love, lisent pas forcément du shoujo classique. Enfin voilà. Hmm. Après, ça peut être le cas, bien sûr, mais voilà. En tout cas, c'est pertinent de s'intéresser à ces titres ensemble, puisque de toute façon, euh,
c'est des titres qui ont des liens entre eux, qui interrogent les relations, Mmh. qui voilà. Il y a des choses en commun, mais c'est pas la même catégorie non plus. Mais OK. c'est pertinent de le traiter ensemble, quoi. J'avoue là, sur cette partie, précisément, je te fais confiance parce que, encore moins que le shoujo, le boys love, le yuri, c'est pas forcément des titres que je connais même. Donc, effectivement, voilà. Mais de ce que j'ai compris, ces 3 catégories éditoriales, voire plus peut-être, ont permis, d'avoir un rôle éducatif, notamment, pour toi. Tu dis à quel point tu souhaites en parler, mais effectivement, ça t'a permis de te découvrir sur tes orientations, sur la manière dont tu envisages, l'autre, et cetera. Enfin, il y a un vrai rôle éducatif, sur l'éducation sexuelle, et cetera. En fait, c'est pas tant que je suis pas vraiment tombée sur des mangas très éducatifs puisqu'en plus à l'époque je disais ça en scan, donc je disais un peu Oui. n'importe Mmh. quoi. Je pense que je suis vraiment tombée sur des trucs qui étaient pas du tout adaptés à mon âge, voilà. Mmh. Oui. Mais une chose est sûre, en fait, ce qui est intéressant dans le boys love, c'est qu'à un moment donné pour moi, c'était une des premières relations, une des premières représentations homosexuelles et queer que je voyais en fait dans ma vie. D'accord. Je me faisais la réflexion, je crois que la première c'était Thomas dans Plus belle la vie. Et non, mais vraiment, quoi. Pardon. Non, mais quand on a grandi, Oui. au début des années 2000, en fait, c'était pas si commun que ça de voir, des relations homosexuelles, représentées. Alors, comme je dis, typiquement Thomas de Plus belle la vie, relation homosexuelle, mais entre 2 hommes. Alors pour le coup, relation lesbienne, on en voit encore moins. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment, j'en voyais très peu, en fait. Et le fait de me rendre compte qu'il y avait toute une cible où voilà, c'était quelque chose qui existait, où c'était normalisé, où en fait, il pouvait y avoir des relations entre personnes de même sexe. En fait, ça a été intéressant pour moi parce que, en tant qu'ado, c'est un passage, important de trouver son orientation sexuelle, de trouver vers qui, on est, vers quel type de personne on est attiré et cetera. Et donc par ce biais, effectivement, j'ai pu réaliser que j'étais bisexuelle et que, voilà, c'était quelque chose, en tout cas, ça a été une façon de découvrir cela et puis de normaliser cela dans ma vision, de me rendre compte qu'en fait, que ce soit dans le girls love ou le boys love, en fait, dans un pan de la littérature, c'était quelque chose de normal et pas de malsain, quoi. Ouais. Hem, D'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure, avec le shoujo, mais pareil, le sentiment de honte était assez présent, si j'ai bien compris, quand tu lisais ces boys love et girls love? Enfin, plus boys love au départ? Moi, pour le coup, j'ai un peu grandi dans la honte, quoi. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qui était, féminin, en fait, tout ce qui n'était pas masculin, pour moi, c'était la honte, quoi. Et D'accord, OK, ouais. c'est Mmh. terrible de dire ça comme ça parce que, vraiment, aujourd'hui, je plains la Chloé adolescente qui se mettait tous ses freins et qui avait honte de lire des choses qui finalement étaient pas, des choses je disais pas des trucs horribles, quoi. Je disais juste des Mmh. histoires d'amour, en fait. C'était pas des choses aussi terribles. Et oui, clairement, la honte, ça a été un sentiment qui a, jalonné mon parcours de lectrice, que ce soit, pour des romances hétéros avec, le shoujo ou que ce soit, avec des romances queer, dans le boys love et dans le girls love, ça c'est sûr. Très bien, très bien. Si les gens souhaitent, s'intéresser à ce pan éditorial tout simplement, est-ce que tu as des créatrices de contenu, vers lesquelles, les diriger, pour en savoir plus par hasard? Alors moi, je vous inviterais à aller, vous intéresser au travail de Théo, de Théo Pralinus qui, globalement est quelqu'un d'extrêmement pertinent, qui vraiment fait de la recherche dans le boys love, qui est vraiment très pointu sur ces sujets-là et globalement sur la culture girly. D'ailleurs, Mmh. c'est un des membres de Dinana et c'est quelqu'un que j'adore et qui vraiment, je pense c'est pas très visible parce que pour le coup, je pense que le shoujo, on en parle un peu, notamment avec Libérer les shoujo, et cetera. Mmh. Mais en fait, je pense que alors, du fait que je sois une, fille blanche cis, je suis entendue, mais typiquement des gens comme, Théo qui sont des personnes, queer et sont moins visibles globalement et pourtant c'est Théo est hyper pertinent et j'aimerais que son travail soit un peu plus visible parce que, voilà, c'est quelqu'un de génial et de super pertinent et malheureusement, il y a plein de personnes qui sont dans cette situation-là, quoi. OK. Comme d'habitude, dans la description, tous les liens, vous n'hésitez pas à écouter ça. Malheureusement, le temps passe, on pourrait parler, des heures et des heures de Yumi Tamura, mais j'aimerais terminer, cet épisode avec des petites questions en rafale. Tu réponds au rythme que tu souhaites.
Premièrement, tu disais en 2023 que tu aimais les récits historiques avec des titres comme Mademoiselle Mozart. Tu t'en souviens depuis? Ouais, Mademoiselle Mozart, j'avais bien aimé ce titre-là, effectivement. Je sais pas si c'est le titre qui m'a le plus marqué, mais j'avoue, j'aimais bien. Ok, bah super, disponible aux éditions Casterman. T'as des nouveaux titres qui te parlent en récit historique? Alors, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Oh là là! Alors historique, mais en vrai pas trop non plus. Ouais, ok. Je pense au Requiem du Roi des Roses. Alors pour le coup, c'est Ah, pas, on peut pas dire que ce soit vraiment un récit historique dans la mesure où, c'est pas, voilà, c'est pas le titre qui va vous apprendre quelque chose, sur une civilisation ou quelque chose comme ça. Mais c'est un titre qui reprend une pièce de Shakespeare, Richard III, qui a été, vraiment un gros coup de cœur pour moi et il est historique dans la mesure où ça se passe, en Angleterre, je ne sais plus quel siècle, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais éviter. Mais voilà, c'est une plongée dans une autre époque, avec, donc on suit le personnage de Richard qui est donc un personnage d'une pièce de Shakespeare qui, mhm, ici, dans l'adaptation qu'en fait l'autrice, est une personne intersexe et donc qui va vivre avec le poids en fait de sa condition et notamment le fait que sa mère le rejette à cause de cela. Et ok. donc, ça va être une véritable quête d'identité et en parallèle, une véritable quête de vengeance puisqu'il va chercher à avoir la couronne du royaume. Et voilà, donc c'est vraiment un récit, pour le coup aussi très tragique, hein. Vraiment, c'est pas le Ok. récit le plus rigolo, mais hyper intense, c'est vraiment génial. Génial. Les couvertures sont magnifiques. Ouais, J'aime beaucoup. Disponible chez Kiyun ou Glénat? c'est Ki-hoon et il a Kiyun, ouais. été mal classé. C'est censé être un shoujo et il est classé en seinen. Ah, ouais. Bon, bon, ok. Cette fois-ci, c'est un seinen. Monster, toujours aussi marquant. Heu, je l'ai pas relu honnêtement Ah, depuis très longtemps, mais honnêtement, je pense que ça reste un titre, solide quoi. Enfin, j'aurais du mal à enfin, je veux dire ça m'a marqué à l'époque et je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire que Urasawa, c'est quand même un grand auteur donc normalement, je pense que c'est pas devenu nul, entre-temps quoi. je crois bien. Et qu'on aura l'occasion de revoir à Amiens, il me Mmh, semble, c'est ça. ce mois de juin pour une exposition à son nom et durant un festival dont j'ai plus le nom. Heu, le Rendez-vous de la BD d'Amiens. Rendez-vous de la BD. Ok, ben merveilleux. Toujours chez Kiyun, Golden Kamuy, t'as pu te refaire la suite? J'ai abandonné. J'avoue, Non. si non, non, mais en fait, ça a été vraiment un titre que j'ai adoré à une époque et vraiment j'étais trop fan de la relation entre, les 2 personnages principaux et j'ai vraiment adoré, bah, pour le coup, le côté un peu historique, voilà, où on découvre, voilà, tout un peuple et cetera. J'ai vraiment aimé, ce titre à un moment donné, Ouais. mais bah, je crois qu'en fait, ça correspond un peu à une époque de ma vie où, c'était un titre qui me parlait beaucoup et maintenant, j'avoue que, bah, je crois que j'ai plus trop envie de le lire. Pas Mhm. parce que je pense qu'il est mauvais, mais juste parce que, je sais pas, en ce moment, ça me parle pas. C'est pas ce que j'ai envie de lire. Peut-être qu'un jour, je le terminerai et je me replongerai dedans. Je sais pas. Ok. On verra. Très bien, très bien. D'ailleurs, Golden Kamuy, toujours dans l'actualité, puisque Dogs Red, le nouveau manga de l'auteur, est sorti. Yumi Tamura, bon, on en a déjà parlé, mais est-ce que Taiyo Matsumoto t'aurait un titre à recommander? Alors, j'en ai vraiment, je sais pas comment tu fais, mais ce matin, je t'ai dit, j'ai filmé une vidéo, j'ai parlé ce matin d'un titre de Taiyo Mais Matsumoto. incroyable. Donc voilà. Faut dire que bah, je vais parler de son dernier puisque voilà, c'est d'actualité et pour le coup, c'est un titre qui change un petit peu de ce qu'il nous a déjà fait. Il s'agit de Tokyo ces jours-ci, c'est en 3 tomes aux éditions Kana et c'est un titre qui parle, d'un éditeur qui quitte son travail, un éditeur de manga, dans un magazine de prépublication parce qu'il a eu une déception professionnelle, le magazine qu'il avait lancé ne fonctionne pas aussi bien et il décide en fait de son côté d'essayer de faire en fait le magazine de manga qui lui conviendrait vraiment, mais de son côté avec les auteurs qui lui plaisent de façon indépendante. Et en fait, on va vraiment suivre ce monsieur qui change de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Taiyo Matsumoto, il nous avait habitués à des récits autour de l'enfance, et là, on change complètement de registre, et pourtant, c'est toujours aussi bien, quoi. Donc oui, c'est toujours un auteur qui me plaît toujours autant. Honnêtement, je lis maintenant principalement du shoujo et principalement du coup des autrices, Ouais. mais Taiyo Matsumoto et Daisuke Igarashi sont toujours les auteurs que je suis beaucoup et que j'aime toujours autant.
OK. Bah, écoutez, foncez et pour terminer, est-ce que tu as des nouveaux titres coup de cœur? Peut-être qu'on verra dans ta prochaine vidéo bilan lecture? Alors des nouveaux titres coup de cœur. Donc j'ai déjà quand même parlé de pas mal de coups de cœur là, l'air de rien. Oui, J'ai c'est parlé vrai, du c'est vrai. Requiem, j'ai parlé, attends, je vais prendre mon petit carnet dans lequel je note mes lectures comme ça, Mais je vais essayer de pas incroyable. dire, je vais essayer de pas faire de redites. De quoi je pourrais te parler? Ah bah si, je sais de quoi je vais parler. Bon alors pour OK. le coup, alors on va changer, enfin on va parler d'un titre, qui est un coup de cœur, mais en 2 temps puisque, c'est un titre que j'en ai parlé je crois un petit peu plus tôt, que j'ai découvert ado en scan et qui a été, fondateur en tout cas dans ma découverte du shoujo. Il s'agit de Red Driver. Donc aujourd'hui, c'est un titre qui est seulement disponible en anglais et qu'on ne peut pas trouver en France. Mais honnêtement, c'est pas très onéreux puisque c'est un format triple et on peut facilement l'acheter, quoi. Et donc c'est un récit encore une fois épique où on suit une jeune femme qui est projetée en Anatolie et qui en fait vivait sa vie au Japon, c'est un isekai, et qui se retrouve projetée à une autre époque en Anatolie et qui va un peu essayer voilà, de se frayer son chemin. Elle rencontre un prince, il va y avoir une histoire d'amour, OK. des rebondissements, il se passe plein de choses. Attention par contre, trigger warning, tout ce qui est consentement, c'était pas trop ça dans ce titre. D'accord. Mais ça reste en fait encore aujourd'hui un titre qui est super marquant. Je crois que c'est un titre qui est sorti fin 90, début 2000, je saurais plus dire exactement. Mais voilà, il a quand même un peu vieilli sur certains aspects, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Et du coup, en ce moment, il y a une réédition en anglais qui fait que je me replonge dans ce titre qui m'avait marqué quand j'étais ado, avec voilà des années d'intervalle, et que j'aime toujours autant. J'ai pas du tout été déçue et je trouve toujours que c'est un titre à lire qui, je pense, ne sortira pas en France parce qu'il y a beaucoup de tomes, vieux shoujo, voilà, il y a peu de chances que, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y aura un éditeur un peu fou pour le faire. Donc voilà, penchez-vous peut-être sur la version anglaise parce que ce serait dommage de passer à côté de ce titre. Eh beh, Red Driver sera le dernier titre de cet épisode. Merci beaucoup, Chloé. Et ben merci à toi, ça m'a fait plaisir de parler de tous ces titres. Bah, plaisir partagé. Alors, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, évidemment sur YouTube, donc sur ma chaîne, Complément Shoujo, où je suis plus ou moins régulière, mais où en tout cas je poste régulièrement quand même, des vidéos, voilà. On peut me retrouver sinon, sur mes réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, Instagram. Je crois que c'est tout sous le nom de Complément Shoujo avec peut-être une petite différence de tiret ou de points, enfin voilà. Mais si vous cherchez Complément Shoujo, normalement ça devrait fonctionner. Et sinon, quand même, je me dois de parler de ce collectif qu'on a créé avec Théo Pralinus et Julia Popek qui s'appelle Dinana, où on fait des lives, on va dire tous les 2-3 mois, où on a des invités et où on parle de l'écriture féminine, du shoujo, etc. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur et je suis vraiment hyper heureuse de le faire avec ces 2 personnes qui sont juste géniales. Donc si ça vous intéresse, si l'écriture féminine, le shoujo en général vous intéresse, et ben voilà, penchez-vous sur cela. On a une chaîne YouTube où on met les rediffs de nos lives et bien sûr les lives qui arrivent ponctuellement, voilà. Et sinon on a des réseaux sociaux, Instagram et Blue Sky. Voilà. Merci, merci énormément. Alors, pour terminer cet épisode, promis, après je t'embête plus, on a une petite phrase de conclusion, un slogan. Est-ce que tu pourrais nous le dire, nous le lire, si ça te va? OK. OK, ça me va, ouais. OK. Le manga est né livre et partout il est dans les cases. C'était Entre Pods et n'oubliez pas, le manga est politique, libérez les shoujo et lisez, lisez, bon sang. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, salut. Salut. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.